Les amis, aujourd'hui, il fait un temps absolument radieux, mais il y a un vent à décorner les bœufs, donc on se retrouve dans le salon plutôt que sur la terrasse, tout simplement. Qui d'entre vous n'a jamais été rabaissé, tourné en ridicule ou encore qui ne s'est jamais ennuyé à l'école? Vous me répondrez dans les commentaires, mais je crois qu'on est quand même beaucoup dans ce cas-là, à s'être senti parfois pas à notre place ou à avoir eu l'impression qu'on était tout simplement mauvais. Parce que tout le système scolaire actuel tel qu'on le connaît repose sur le fait de rentrer dans une case, tout simplement, de rentrer dans un standard, dans un moule bien établi, avec un système de notation faisant que si malheureusement on a des qualités qui sont différentes de celles recherchées par l'académie, on est un cancre, un mauvais élève et on fera rien de sa vie. Mais je voudrais aussi m'adresser à d'autres types de personnes, ceux qui sont extrêmement ou qui ont été extrêmement doués à l'école, qui ont eu des très bonnes notes sans avoir trop à faire d'efforts ou alors au contraire qui ont dû beaucoup travailler pour rentrer dans cette fameuse case et obtenir des excellentes notes, qui ont fait de grandes études et qui, à l'issue, se sont rendus compte soit qu'ils étaient complètement déprimés et que cette vie ne leur convenait pas, soit que les débouchés proposés pour 5 ans d'études ou plus étaient tout simplement catastrophiques d'un point de vue rémunération, d'un point de vue, je ne sais pas, responsabilité, ou en tout cas que les postes qui leur étaient proposés après tant d'études qu'on leur avait vendues comme être le Saint Graal était finalement une grande déception. Alors j'ai refait cette vidéo 2 fois. La première parce que je trouvais que j'étais pas suffisamment naturelle et la deuxième parce que mon micro a coupé. C'est une vidéo qui me tient pas mal à cœur parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup dans le sens où je suis passionnée d'apprentissage en général, j'aime beaucoup apprendre et je suis passionnée de l'humain, de la façon dont on apprend, des comportements, de la psychologie. C'est des sujets qui, naturellement, me permettent de rester concentrée. Et je peux écouter quelqu'un parler de ça pendant des heures, avoir des retours d'expérience, etc. Donc, il y a de ça et il y a aussi le fait que moi, j'ai pas forcément été satisfaite de la manière dont mon parcours scolaire s'est déroulé. Alors, j'ai pas eu un parcours scolaire chaotique comme certaines personnes qui témoignent de harcèlement vraiment hard. J'ai pas eu ça. J'ai eu quand même un petit peu voilà, de mauvaise camaraderie, si je puis dire, mais pas au point que ce soit vraiment quelque chose un poids pour moi. Cependant, il y a quand même des choses dans ma scolarité qui m'ont fortement dérangée et je vais en parler juste après. Et il y a aussi un point qui est extrêmement important pour moi, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, déjà, bon, au-delà du système scolaire, j'ai beaucoup de mal à me projeter en France. Je me vois pas, je crois, vivre toute ma vie, en tout cas créer une famille en France. Mais surtout, je me vois pas du tout mettre mes enfants à l'école en France dans le système actuel, que ce soit du public ou du privé d'ailleurs. C'est pas tellement ça le débat chez moi, c'est plutôt sur la façon dont on apprend aux jeunes, aux enfants, aux adolescents à se mouvoir dans cette vie, à trouver de la valeur en eux. Je trouve qu'il n'y a rien qui va, quoi, globalement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque dans le titre, il y a quand même écrit comment faire, donc évidemment, je vais vous donner mes tips pour savoir comment est-ce que moi, du haut de mes petits 27 ans, je me débrouille dans la vie et quelles sont les compétences qui m'ont été, que j'ai dû apprendre et qui m'ont beaucoup aidé à naviguer, qui pour moi devraient être absolument enseigner à l'école, tout simplement. Alors, il y a des gens qui me diront c'est le travail des parents, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, malheureusement, tous les parents ne sont pas soit bienveillants, soit tout simplement tous les parents ne sont pas éveillés à ça parce qu'ils n'ont pas eu la chance de l'avoir eux-mêmes et souvent on reproduit un petit peu ce qu'on a vécu. Donc effectivement que l'éducation parentale est primordiale, mais si on pouvait avoir des établissements scolaires qui font le job aussi et qui consolident un peu ça pour les enfants, les jeunes qui ont malheureusement pas la chance d'avoir ça à la maison, je trouve que ça pourrait être quand même très sympa. Très rapidement, mon parcours scolaire, donc à partir du brevet des collèges, puisque avant ça, bon voilà, ça n'a pas une grande importance. Juste, il faut savoir que j'ai été dans le public, j'ai pas été dans le privé, donc jusque toujours d'ailleurs, sauf mes études supérieures, mais je vous en parlerai après. Je suis donc allée jusqu'au brevet des collèges, je sais même pas si ça existe toujours aujourd'hui, dans une école publique. Et ensuite, j'avais le choix. Pardon, j'avais pas trop le choix en fait. C'est justement ça le problème. Comme durant mes années de collège, j'ai vécu des choses personnellement qui étaient un petit peu traumatisantes et difficiles. C'est pas la période de ma vie où j'ai donné le meilleur de moi-même à l'école, donc j'avais des résultats qui étaient tout juste corrects, si je puis dire, selon la grille de lecture de l'école, c'est-à-dire que je devais avoir 10 ou 11 de moyenne. Évidemment, quand on a 10 ou 11 de moyenne, on ne passe pas en général. Donc, mes options, selon le directeur, la CPE, c'était des CAP ou des bacs pro. Et
parmi ce moi évidemment, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, hein. Je savais pas, vers où je voulais aller. Je me connaissais pas du tout, j'avais 14 ans, j'étais complètement, bon bref. Donc on m'a dit: «Va faire de la restauration, il y a des débouchés, ce sera parfait». J'ai dit: «Bon, bah, très bien, je vais faire de la restauration dans ce cas-là». Donc j'ai commencé, à faire une seconde dans l'hôtellerie-restauration de prestige, si je puis dire. J'ai fait toute ma seconde et il s'avère que j'ai fait un stage à la fin de mon année de seconde pour valider ça, comme dans toutes les filières professionnelles. Mon stage s'est extrêmement mal passé. J'ai été dans un château hôtel 4 étoiles, très, très bien réputé qui s'est avéré, m'exploiter en fait, hein, tout simplement puisque, j'avais 15 ans donc, 15-16 ans. J'étais pas rémunérée pour ce stage évidemment et je travaillais de 6 heures du matin à 12:30, 13 heures. Ouais, 13 heures et je reprenais à 15h30 jusqu'à 1 heure du matin et ce, 6 jours sur 7, sans être payée, sans avoir jamais travaillé de ma vie avant ça, à 15 ans. Voilà. Donc j'ai tenu une semaine, puisqu'après j'étais tout simplement épuisée et puis j'ai toujours eu un caractère un petit peu rebelle. Donc à un moment j'ai dit les amis, ça va pas se passer comme ça pendant 1 mois et demi. Donc je suis rentrée chez moi. J'ai terminé quand même ma période de stage dans une autre entreprise qui était elle beaucoup plus respectueuse. Et à la suite de ça, j'ai validé ma période, donc j'aurais pu continuer, mais j'étais absolument traumatisée du milieu à cause de ce fameux stage. Et je me suis dit, mais j'ai dit à ma mère, je veux pas continuer ça, en fait, je veux pas faire ça de ma vie. OK, donc on skip. J'ai passé 1 an après ça à travailler avec des enfants dans le cadre d'un service civique, puisque c'était trop tard pour moi au mois de fin juillet, début août, pour me remettre dans un cursus de bac pro à partir de la rentrée qui arrivait. Donc j'ai passé 1 an à globalement avoir un petit contrat de, je sais plus si c'était 24 heures par semaine, quelque chose comme ça, où je travaillais avec les enfants dans une école primaire et maternelle. Donc ça m'a appris pas mal de choses. Et à l'issue de ça, du coup, je me suis remis dans le cursus scolaire et j'ai fait un bac pro ARCU, on appelait ça, je ne sais pas s'il existe toujours sous cette forme-là, parce que le bac pro vente était plein, tout simplement. Donc, ça revient un peu à un bac pro vente, hein, ça s'appelle accueil, relation client usager. Moi, tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était faire un bac pour pouvoir ensuite faire un BTS dans l'immobilier, puisqu'à ce moment-là, dans ma vie personnelle, c'était un peu compliqué. Donc, la seule solution que j'avais trouvée pour sortir d'une vie compliquée, c'était le fait de gagner beaucoup d'argent. Pour moi, c'était le chemin. Et donc, le seul métier que j'avais trouvé qui pouvait être accessible assez facilement avec peu d'études, enfin rapidement en fait, c'était surtout ça. Moi, je voulais que ce soit rapide et légal, évidemment. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est l'immobilier. Donc, mon plan, c'était bac, puis BTS, puis me mettre à mon compte dans l'immobilier et globalement tout rafler. Voilà, c'est plus ou moins ce qui s'est passé dans le sens où j'ai fait mon bac, je l'ai eu, j'ai fait un BTS immobilier, je l'ai eu en alternance du coup, donc j'étais dans une école privée qui était rémunérée par mon entreprise. Donc je faisais moitié école, moitié entreprise tout simplement pendant 2 ans. Et à l'issue de ça, le projet c'était que je me mette à mon compte et que je sois agent immobilier. Bon, la suite ne s'est pas passée comme ça pour plein de raisons, mais pour rester sur le système scolaire, en fait c'est au moment du BTS que je me suis rendu compte, je crois, des plus grosses inepties qu'il pouvait y avoir, des plus grosses incohérences qu'il pouvait y avoir dans le système scolaire actuel. Pour ce qui est du système en général, j'en ai un peu parlé au début de la vidéo, mais ce qui me dérange vraiment fondamentalement avec l'école actuellement, c'est le fait qu'on ne considère pas du tout l'individu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un désir de faire rentrer tout le monde dans les mêmes, dans des cases finalement, c'est vraiment ça qui ressort le plus. Et donc, tu as la case des gens qui globalement qui valent le coup, et qui sont des gens bien ou qui iront quelque part dans la vie selon, encore une fois, les standards de la société. Ça va être tous les gens qui vont faire des études supérieures et on leur vend un job à la fin qui va être prestigieux, dans lequel ils vont se sentir bien et dans lequel ils vont gagner plein d'argent pour impressionner tous ceux qu'ils n'ont pas besoin d'impressionner. Ensuite, en dessous, on a les moyens, si je puis dire, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de grandes études, mais vous avez un peu le minimum. Donc, je rentre un peu dans cette catégorie-là. Voilà, j'ai un bac, j'ai un BTS. Bon, je suis un peu dans le mid. Voilà, vous êtes, ouais, vous allez avoir un job un peu sympa, vous allez peut-être avoir un peu de sous pour partir en vacances de temps en temps, et puis voilà. Et puis tu as les gens qui sont vraiment, alors là, si vous n'êtes pas capable de faire un minimum d'études, ou qu'en tout cas, la manière dont les études sont présentées ne correspondent pas à votre façon d'apprendre, votre cerveau, la manière dont vous êtes construit, oh bah alors là, c'est terminé, bonsoir. Vous allez soit faire du ménage, servir les gens dans des restaurants, être agent d'accueil, être caissier, enfin, bon voilà. Ou alors,
vous allez être artisan, qui sont des métiers magnifiques, mais vous allez mal gagner votre vie et vous ne serez pas reconnu parce que globalement, bah, voilà, on s'en fout un peu. Évidemment, là, je caricature, mais je trouve que l'école reflète quand même pas mal ça. Moi, je me souviens d'avoir été moquée, que ce soit par mes camarades que par mes profs, parce que j'étais dans une filière pro et pas dans une filière générale. Donc, il y a un peu toujours cette espèce de guéguerre de vers où tu pars en fait. Est-ce que pour gagner ta vie, tu vas utiliser tes mains ou ton cerveau, comme si on pouvait pas faire les 2. Tout ce truc-là, moi, ça me débecte, hein, tout simplement. Donc je sais qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance sur ça, typiquement les pays nordiques, qui ont compris beaucoup plus de choses à ce niveau-là. Mais globalement, ce que je reproche au système scolaire français sur la forme, c'est le fait que ce soit extrêmement enfermant et qu'on ne considère pas du tout l'individu. Maintenant, parlons de la forme, parce qu'à l'école, on apprend un peu tout et n'importe quoi, selon moi. Il y a des choses qui, honnêtement, ne nous servent pas dans la vie, et il y a des choses auxquelles on est confronté dans la vie qui ne trouvent réponse, si je puis dire, nulle part, sauf si on a la chance d'avoir des parents qui quand même, voilà, soit ont eu eux-mêmes de la chance et donc peuvent donner une éducation qui est relativement, ouverte avec, plein de richesses et cetera. Soit on a des parents qui eux-mêmes sont à la gorge parce qu'en fait, soit ils sont dépressifs, soit ils sont eux-mêmes dans la roue du hamster et ils s'en sortent pas et bon bref. Et il y a aussi une grosse incohérence entre les gens qui nous apprennent ce qui est censé être, notre bagage pour réaliser notre activité pro, faire notre métier, ce que ces gens-là font vraiment dans leur vie, ce qu'ils ont expérimenté, ce qu'ils sont capables de nous apprendre et ce qu'on leur dit de nous apprendre. Je vais illustrer mon propos, mais quand j'étais en BTS immobilier, j'avais un professeur de gestion immobilière qui n'avait jamais fait d'immobilier de sa vie. C'était quelqu'un qui était banquier de métier. Donc, pas de souci, il avait une connaissance des chiffres, mais il n'avait jamais travaillé en immobilier. Et pire que ça, il détestait la profession d'agent immobilier. On met un professeur qui est chargé d'apprendre à des gens qui vont exercer un certain métier, alors que lui-même n'a jamais été sur le terrain de ce métier précisément et déteste cette profession. Je trouve que c'est absolument, ça n'a aucun sens et ça se ressentait d'ailleurs dans les cours. Donc pour moi, il y a une vraie lacune à ce niveau-là. Il y a vraiment un gros remaniement à faire de tout le système. Il faudrait que ce soit des gens qui sont véritablement passionnés par ce qu'ils font et qui ont envie de transmettre, qui soient chargés de transmettre dans leur domaine d'expertise. Pour moi, on devrait, avant d'embaucher un professeur, ben, tout simplement faire un tour d'horizon de son expérience passée, voir ce qu'il a vécu, quels sont ses points forts, quelles sont ses faiblesses plus ou moins, mais surtout quelle est sa propre richesse et comment est-ce qu'il peut contribuer à la classe avec son vécu et avec ce qui le passionne, ce qui l'anime. Quelle est ou quels sont les sujets qu'il a développés dans sa vie sur lesquels il est capable aujourd'hui d'apporter une vraie plus-value. Raisonner un petit peu de manière à ce que les élèves aient un mentor plutôt qu'un prof qui a appris ses cours par cœur et qui parfois n'est même pas du tout d'accord avec ce qu'on lui demande d'apprendre et de recracher aux élèves. Je trouve que ce système-là est complètement dépassé. Bon, maintenant que c'est dit, comment on fait, comment on s'en sort avec ça? Donc, si vous êtes quelqu'un qui est dans les études et qui en a marre, qui se sent tout simplement perdu, qui n'a pas envie d'être là, qui n'a pas l'impression d'apprendre plus que ça, ou si vous êtes un parent qui a des enfants de n'importe quel âge et qui un jour vont devoir ou sont déjà dans le système scolaire, mais que vous questionnez ce système, vous êtes un peu en mode ouais, je vais vers là, mais à l'intérieur de moi, j'ai pas l'impression que ce soit forcément la meilleure option. Ou alors, si vous êtes quelqu'un qui a fait de grandes études, qui aujourd'hui se retrouve dans une vie qui ne lui correspond pas, eh ben, cette vidéo va peut-être éveiller quelque chose chez vous, va peut-être vous permettre de voir la vie différemment. En tout cas, je vais vous donner ce qui, moi, quelles sont les compétences qui m'ont été données d'apprendre ces dernières années et qui ont véritablement eu un impact positif sur mon bien-être, sur la manière dont je mène ma vie, la manière dont je mène mes relations et sur la manière dont je gagne de l'argent. J'ai donc recensé quelques compétences qui, pour moi, aident à s'en sortir dans la vie, peu importe la situation dans laquelle vous êtes et peu importe les compétences que vous voulez acquérir ou le métier que vous voulez exercer. La première chose que je vous recommanderais de faire et que je suis en train de faire, c'est d'apprendre à vous connaître. En fait, on s'en rend compte, ou des fois on s'en rend pas compte, ou alors on s'en rend compte à 50, 60 ans, mais je crois que ces dernières années, il y a une grosse remise en question qui se fait chez beaucoup de gens. On réalise que souvent, on a emprunté des chemins qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qu'on fait une certaine école parce que papa et maman nous ont dit que c'était la meilleure école. On trace un chemin qui est drivé par le pouvoir ou l'argent parce qu'on a souffert enfant de manque
de toutes sortes, hein. Et on a vu nos parents galérer, donc on se dit qu'en fait la solution elle est dans le fait d'avoir un haut statut ou de gagner beaucoup d'argent. Sincèrement, je vous propose de mettre pause sur cette vidéo, de prendre un papier, un stylo, de regarder le chemin vers lequel vous allez, d'écrire le chemin vers lequel vous allez, là consciemment, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de votre vie professionnellement. Vous pouvez même mettre d'autres sphères de votre vie, mais on parle surtout du pro et du métier, de la carrière. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire? Est-ce que vous êtes, je sais pas moi, dans une école d'avocat? Est-ce que vous êtes dans des études de médecine? Est-ce que vous êtes dans un CAP? Est-ce que voilà, quel est le chemin que vous êtes en train d'emprunter? Comment est-ce que vous vous voyez? Qu'est-ce que vous projetez pour plus tard? Parce que tout le monde projette quelque chose. À quel point est-ce que c'est vous qui avez choisi de vous mettre dans ce chemin-là? Pourquoi est-ce que vous le faites? Tout ça, c'est des questions qui sont assez complexes et c'est difficile en réalité d'y répondre comme ça en 5 minutes. C'est pour ça que c'est intéressant, selon moi, et que c'est même primordial de faire un suivi thérapeutique psychologique. Alors, les psys, il y a de tout. Et pour en avoir consulté beaucoup et pour avoir des retours de mes copines, de mon entourage, c'est très difficile de trouver un psy qui a lui-même fait le taf sur lui avant de vouloir le faire sur les autres. Beaucoup de psys, encore une fois, sont dans le système, c'est-à-dire qu'ils font des études de psy, ils sont diplômés, c'est génial, mais ils enseignent aux autres, ils guident les autres au travers de leur métier sur des thématiques, sur des choses qu'ils ont absolument pas expérimentées, ou alors ils sont même eux-mêmes remplis de biais qui font qu'ils ne peuvent pas être neutres face à leur patientèle. Et ça, je trouve que c'est très problématique parce que ça se reflète dans le suivi qu'on vous apporte et il y a beaucoup de psys qui disent n'importe quoi, sincèrement, qui vont vous emmener dans des voies qui au final ne vous aident pas plus que ça. Donc, c'est toujours bien d'aller, je pense, parler, et cetera, déballer son sac, mais pour avoir un vrai déclic et un vrai, comment dire? Un vrai shift dans notre, façon de voir la vie et dans la façon dont on se perçoit, c'est un peu une bataille de trouver un psy qui est bon. Moi, j'ai mis du temps. Aujourd'hui, j'ai une psy que je trouve, absolument géniale. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir un suivi psy, venez me le dire, mettez-moi un commentaire ou envoyez-moi un message et je vous donne son contact puisque c'est, une psy qui a suivi un parcours, un cursus classique, mais qui se forme à côté à d'autres types de thérapies. Donc elle a quand même un profil assez complet et surtout, elle est, peu chère par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde de faire une thérapie. Ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'aller chercher en vous, finalement, qu'est-ce que vous faites par habitude ou par traumatisme et qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Faire le tri. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième compétence que je vous conseille absolument d'apprendre, c'est d'apprendre à vous soigner. Alors, encore une fois, je mets des gros guillemets, la médecine n'est pas là pour rien non plus. Je tape pas à 100% sur la médecine allopathique, mais pour avoir eu des problèmes de santé, je suis à peine en train d'en sortir. J'ai un SIBO depuis plus d'1 an maintenant. J'ai consulté beaucoup de médecins et j'ai toujours, malheureusement, été face à la même réponse qui était: «Mais madame, on ne peut pas vous soigner, ce que vous avez, c'est trop rare», alors que beaucoup de gens, ont la même chose que moi. «Mais madame, vous avez juste à réduire le stress», mais personne ne vous dit exactement comment, ni quelle, voie emprunter. «Mais madame, il faut simplement réduire les 3/4 des aliments que vous mangez». Voilà, parce qu'en fait, ça n'activera plus les symptômes. Donc, vous allez finalement retrouver un peu de confort comme ça, mais vous allez jamais vous soigner pleinement. En fait, c'est ça que je reproche à la médecine allopathique, c'est le fait de traiter les symptômes et pas la cause. Bon, c'est pas nouveau, hein, je vous apprends rien. Si vous vous documentez un minimum sur ces sujets et que vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est certainement parce que vous remettez en question la société. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il faut apprendre à vous soigner? Ou en tout cas, plutôt à éviter d'avoir à vous soigner. Dans le sens où, oui, la vie est imprévisible, on ne peut pas contrôler ce qu'on va vivre et il va certainement nous arriver à un moment des couacs, des maladies, des accidents, des choses où on va avoir besoin finalement du corps médical et c'est une très bonne chose. En revanche, il y a énormément d'aspects dans notre vie qu'on néglige, parfois sans même le savoir. Et typiquement, le fait d'apprendre à correctement s'alimenter, le fait d'apprendre à intégrer un mouvement au quotidien, du mouvement dans notre vie, mais un mouvement qui nous plaît, pas juste aller à la salle de sport parce qu'il faut le summer body et que tout le monde dit qu'il faut des muscles. Non, apprendre à avoir une pratique qui nous relie à notre corps véritablement et qui nous fait du bien, apprendre à vivre avec ses émotions. Tout ça, ce sont des compétences qui sont extrêmement riches et qui nous permettent de traverser n'importe quelle épreuve, n'importe quelle
moments de notre vie et c'est malheureusement des choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Donc selon moi, en seconde compétence, c'est ce que j'ai fait et je vous conseillerais d'apprendre à prendre soin de vous tout simplement, d'apprendre par les plantes par exemple si c'est un domaine qui vous intéresse, comment est-ce que avec les plantes on peut se s'aider, on peut soutenir notre système et pour ça évidemment, il existe toutes les médecines alternatives, la naturopathie etc., mais aussi les livres tout simplement ou alors les vidéos sur YouTube. Évidemment, il faut faire le tri sur tout ce que vous voyez, mais on y trouve quand même beaucoup de choses très intéressantes. À ce niveau-là, je dirais que la meilleure chose, le meilleur indicateur, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes, on vous vend un peu de tout. Le plus important, c'est de vous écouter, vous. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Tester. Honnêtement, c'est ça la vie. Pour moi, en tout cas, c'est une succession d'expériences et de tests qui vont vous permettre de savoir qu'est-ce qui vous correspond vraiment, quelle est l'alimentation qui vous va bien, quel est le sport qui vous va bien, comment est-ce que vous avez envie de gérer votre émotion quand elle arrive. Est-ce que vous préférez écrire? Est-ce que vous préférez avoir besoin de temps seul? Bref, voilà, écoutez-vous et testez. Maintenant qu'on se connaît un peu mieux, qu'on sait vers quoi on a envie d'aller dans la vie et qu'on sait prendre soin de soi, le but c'est de réussir à se réaliser. Et pour ça, il va falloir, en tout cas moi, c'est comme ça que j'envisage la vie, réussir à se former autrement que par le système scolaire parce que parfois, malheureusement, ce qu'offre le système scolaire nous déçoit. Alors, ce ne sera pas faisable pour tout. Si vous voulez être chirurgien, voilà, vous n'allez pas pouvoir vous passer du cursus scolaire. En revanche, aujourd'hui, on a la chance d'avoir de plus en plus de gens qui ont développé une expertise dans leur domaine de prédilection, dans leur passion, et qui se mettent à réaliser des formations et des accompagnements en ligne, ou pas forcément en ligne d'ailleurs, hein. Mais le coaching en ligne, on en pense un peu tout et n'importe quoi. Il y a énormément de gens qui ont une vision de ça qui est assez négative. En plus, là, on est à la période où vient de sortir le film Gourou. Je ne l'ai pas vu, mais je vais aller le voir parce qu'il m'intéresse. Il y a des gens qui ont une très mauvaise vision de ça et je comprends pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a des gens, effectivement, qui ne sont pas forcément honnêtes, droits dans leur basket. Et il y a des gens qui font mal les choses partout et y compris dans ce secteur-là. Donc oui, il y a des gens qui vendent des coachings et des formations qui ne valent pas forcément le coup. J'en ai fait les frais puisque j'ai personnellement dépensé plus de 5 000 € dans des accompagnements et des formations en ligne. Certaines ont complètement changé ma vision des choses et m'ont apporté de réelles compétences et d'autres, c'était un petit peu une perte de temps et d'argent. Mais c'est pas grave, personnellement, ça me dérange pas d'échanger de l'argent contre une expérience. Donc, je le prends pas plus mal que ça. Cependant, je comprends de votre côté, si vous n'avez jamais passé le pas, que vous soyez un petit peu sceptique. Donc, les conseils que j'aurais à vous donner pour réussir à voir si c'est un accompagnement ou une formation qui vaut le coup, ça va être d'aller regarder les avis des élèves, tout simplement. Des fois, les formateurs mettent en avant des témoignages clients. Et si vous arrivez à avoir le nom et le prénom des élèves, vous pouvez tout simplement aller directement poser la question en privé à ces personnes sur Instagram ou autre et leur demander, bah voilà, j'ai vu que tu avais suivi tel accompagnement, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as apprécié? Est-ce que tu as trouvé que c'était euh, que ça valait son prix? Mais selon moi, c'est un petit peu dommage de se priver complètement des formations en ligne par peur parce qu'il y a vraiment des gens qui sont passionnés par leur domaine et qui peuvent vous en apprendre beaucoup plus qu'un cursus scolaire classique, si je puis dire. Il y a des formations surtout aujourd'hui. Alors, on entend beaucoup des business en ligne, hein, de community management ou de l'immobilier, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens dans la cuisine, dans le domaine de la cuisine, la pâtisserie, qui font des formations. Il y a des gens dans le domaine de la mode, il y a des gens dans le domaine de la beauté, il y a des gens dans le domaine de, je sais pas, c'est tout ce qui me vient à l'esprit, mais il doit certainement y avoir des personnes qui parlent de rénovation, de maison, des personnes qui parlent de bricolage, des personnes qui parlent de voitures. Bref, c'est pas des sujets que je creuse plus que ça, mais en tout cas, la formation en ligne et l'accompagnement en ligne est en train de se développer et je trouve dommage de s'en priver totalement parce que ça peut véritablement nous apporter des compétences clés qui peuvent tout simplement nous aider à vivre de notre passion. Maintenant qu'on sait se soigner, qu'on a appris à se connaître, qu'on sait vers où on veut aller dans la vie et qu'on a trouvé un mentor ou quelqu'un qui peut nous y emmener, la compétence suivante clé pour moi, c'est d'apprendre à créer une communauté. Évidemment, ça dépendra de votre envie de le faire, tout simplement. Il y a des gens qui ne sont pas attirés par ça du tout, qui n'aiment pas forcément être visibles, qui n'ont pas envie de faire ça, qui n'aiment pas créer du contenu. Et dans ces cas-là, je le comprends tout à fait. Et c'est pas une bonne idée de vous lancer dans la création d'une communauté si vous n'aimez pas ça, parce que c'est quelque chose qui a des avantages, mais aussi des inconvénients, et surtout qu'il faut tenir sur le long terme pour voir de vrais résultats. Cependant, il y a d'autres façons. Par exemple, si vous voulez pas montrer votre visage, mais que vous aimez entretenir quelque chose avec les gens et que vous avez envie d'écrire plutôt,
eh ben, il y a d'autres manières. Il y a les newsletters. Bon bref, il existe plein de manières de se faire connaître et d'avoir une communauté. Mais l'avantage pour moi numéro un du fait de créer une communauté, c'est tout simplement le fait de se créer un cercle, un groupe qui a plus ou moins la même façon de voir la vie que vous, qui est intéressé par les mêmes sujets que vous. Ça peut vous permettre d'une part de créer un lien qui vous mène à des amitiés et ça vous permet surtout d'avoir une audience et une audience, c'est monétisable. Si vous faites bien les choses, vous allez pouvoir développer une audience qui va vous suivre sur les années. Quand on prend par exemple Lena Situation, Enjoy Phoenix, c'est les deux premières qui me viennent en tête, mais il y en a plein, des très gros créateurs de contenu qui sont sur YouTube depuis qu'ils ont 14 ans ou même moins. C'est clairement des gens qui évoluent avec leur communauté et donc c'est des gens qui changent de projet plusieurs fois, qui s'épanouissent au travers de plusieurs choses. Ça vous permet de, si vous êtes un profil un peu atypique et inadapté à la société, que vous vous reconnaissez pas dans le salariat, ça va vous permettre de faire votre propre chemin, tracer votre propre chemin, d'avoir des gens qui apprécient votre personnalité, qui vous suivent pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites. Et donc, vous allez pouvoir un jour avoir le projet de devenir pâtissier, de faire de la pâtisserie, et ils vont être contents de vous suivre. Et puis, si au bout de quelques années, vous vous rendez compte que la pâtisserie, en fait, c'est plus ce qui vous passionne et que vous avez envie de vous tourner plutôt vers, j'en sais rien moi, les motos. Alors certes, il va y avoir un gros shift dans votre communauté et vous allez perdre des gens, vous allez en gagner d'autres, mais vous allez quand même avoir le socle de base, les gens qui sont attachés à vous et à votre personne, qui vont vous suivre. Et ça, c'est un asset qui est extrêmement puissant. Regardez encore une fois Enjoy Phoenix, je reprends le même exemple parce que c'est très parlant. Elle a commencé avec des tutos beauté, elle a fait ça pendant des années. Aujourd'hui, elle a switché, alors elle parle toujours de skincare, mais elle a une chaîne maintenant qui est uniquement dédiée au paranormal. Donc on est quand même sur un gap immense et pourtant les gens sont très contents de la suivre. Elle a gagné de nouveaux abonnés, elle a perdu ceux qui ne correspondaient pas vraiment à ce qu'elle était. Mais de toute façon, si on regarde bien, c'est exactement ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, même sans qu'il soit médiatisé. Il y a des gens qui nous suivent pour une certaine période de notre vie et puis un jour nos chemins se séparent tout simplement parce que voilà, nos vies sont amenées à être différentes et on rencontre d'autres gens et c'est très bien ainsi. Donc si vous êtes un profil un peu inadapté, que vous ne trouvez pas votre place dans la société, dans le salariat classique et que vous avez envie d'expérimenter beaucoup de choses dans votre vie, un gros plus si vous êtes quelqu'un de créatif, allez créer une communauté tout de suite. C'est vraiment un asset puissant qui vous servira et qui vous suivra toute votre vie. Alors, la compétence suivante, c'est tout simplement de réussir à monétiser ses propres compétences. Mais ça, j'en ai déjà parlé un peu avant, donc on ne va pas y passer 10 jours. Globalement, si vous trouvez un bon formateur, un bon accompagnateur, un bon mentor dans le domaine que vous avez choisi, c'est quelqu'un qui aura la possibilité de vous former aussi à comment est-ce qu'on trouve des clients finalement et comment est-ce qu'on monétise son savoir. Alors, trouver des clients dans la vraie vie, si je puis dire, et sur Internet, c'est deux choses différentes. Donc, c'est aussi intéressant, selon moi, d'apprendre à monétiser ses compétences sur Internet, parce que ça ouvre le champ des possibles. Je fais une petite parenthèse là, parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose dont j'ai pas parlé avant, parce que c'est évident pour moi. Mais dans le fait d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à prendre soin de vous, il y a aussi tout l'aspect loisir, sport. Apprendre à vous détendre. Qu'est-ce qui vous détend vraiment? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apporte plus de créativité? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant tout simplement? Donc ça peut être du sport, ça peut être une activité créative. L'idéal, je crois que c'est quand même d'en avoir deux, en tout cas d'avoir une activité qui vous fait bouger, qui vous permet d'être en mouvement, mais aussi quelque chose qui vous reconnecte à ce que vous êtes vraiment. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, il y a un point qu'on a un petit peu évité et c'est, je trouve, le mal du siècle, c'est la vie sociale. Aujourd'hui, Internet, ça nous apporte énormément d'avantages. On en a parlé dans cette vidéo en long, en large et en travers. Mais ça a aussi des inconvénients et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles on est de plus en plus déconnectés les uns des autres. Et ça fait énormément de mal à chacun d'entre nous. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont isolés, qui peut-être réussissent très bien sur les réseaux, mais qui dans la vie, en réalité, ne sont pas très entourés et en souffrent. Donc, l'idée, c'est qu'on trouve des solutions pour ça ensemble, parce que c'est quelque chose que j'ai pas forcément master de mon côté. Je suis pas à une période de ma vie où j'ai la sensation d'avoir vraiment une vie sociale ultra, ultra épanouie. C'est quelque chose avec lequel j'ai du mal depuis plusieurs années. Aussi parce que j'ai eu des trahisons amicales, mais ça, c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, voilà, réussir à se faire des amis et avoir une vie sociale à l'ère d'internet, c'est pas forcément facile tous les jours. Donc ce que je peux vous conseiller néanmoins pour ça, c'est de sortir de chez vous et de sortir de votre téléphone. Le téléphone et les réseaux, ça doit être quelque chose qui nous sert et pas qui se sert de nous. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est super important et c'est très très dur. Mais c'est trop trop important d'apprendre à se servir de ça sans
que ça prenne le contrôle sur nous et pour ça, il faut vraiment réussir à se détacher du téléphone, faire des activités sans le plus possible, sortir, rencontrer des gens, aller parler à quelqu'un. Pour vous dire, je vais vous parler un peu de moi et je vais un peu me mettre à nu, mais il y a une période de ma vie où je souffrais tellement de solitude que je m'étais mis un petit carnet dans lequel je notais tous les jours. Je me disais, OK, aujourd'hui, il faut que tu fasses une action pour aller vers les autres. Et donc, ça pouvait être aller chercher du pain, aller faire mes courses et avoir une petite conversation avec le vendeur ou la vendeuse. Ça pouvait être complimenter quelqu'un dans la rue. Je me mettais un objectif de tous les jours, parler à quelqu'un pour essayer de sociabiliser. Ça fait peur, hein, quand on y pense, en réalité. Ça paraît, tout à fait logique. Si quelqu'un de plus de 60 ans regarde ma vidéo, il va se dire: «Mais mon Dieu, avant c'était facile de faire ça». Bah ouais, aujourd'hui, bon, voilà. C'est les inconvénients de notre génération. Mais ça aide bien de faire ça. Ensuite, les loisirs aident beaucoup. Évidemment, si vous avez un sport de prédilection ou une activité, vous allez rencontrer des gens qui plus est, qui sont intéressés par les mêmes choses que vous. Donc, ça va vous permettre de créer des liens. Et enfin, il y a une chose qui est en pleine expansion, je trouve, ces derniers temps et qui va avoir de plus en plus la cote, c'est les séminaires. Donc, c'est quelque chose qui prend forme sur Internet, c'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui va organiser un séminaire, qui va dire, soit quelqu'un qui a déjà une communauté et qui donc a la possibilité de rendre ça visible, mais il y a plein de gens maintenant qui organisent des séminaires en disant, bah voilà, on va se retrouver dans telle maison et il y a une thématique globale pour le séminaire. Donc ça peut être soit un séminaire créatif, où vous allez avoir des activités autour de la peinture ou, j'en sais rien, la poterie, etc. Ça peut être un séminaire autour du sport, de la détente avec du yoga. Ça peut être un séminaire autour de la religion aussi. Il y a des séminaires chrétiens qui existent, par exemple, si ça peut vous parler. Ça peut être un séminaire autour du travail, business. Il en existe de plus en plus et je pense que ça va émerger de plus en plus parce que les gens ont besoin de vie sociale et de se reconnecter, mais de se reconnecter avec des gens qui sont comme eux, qui parlent comme eux, qui ont une même vision de la vie qu'eux. Et aujourd'hui, on croise beaucoup de gens, mais on connecte peu. Et je pense que c'est vraiment ça le souci. Donc, branchez-vous séminaire si vous êtes en manque de vie sociale. Je vous assure, j'en ai fait et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été très cool. Je prévois même d'en organiser. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Dernière chose que je voudrais aborder dans cette vidéo, et après on s'arrête là parce que ça fait déjà un petit moment que je parle, ce sont les lectures qui, moi, personnellement, m'ont aidé à développer un petit peu une nouvelle façon de penser sur la vie, une nouvelle manière de voir la vie, et donc à amener un peu plus de clarté, de sécurité à l'intérieur de moi. Alors, il y a deux bouquins dont je voudrais vous parler. J'en ai lu d'autres, hein, mais ceux que j'ai là sous la main, j'en ai que deux. Je vais aller les chercher dans ma bibliothèque. Nous avons en premier lieu celui-ci qui s'appelle Te changer toi peut tout changer. L'auteur, c'est Thomas Dansembourg. C'est un homme qui, il me semble, est psychothérapeute à la base. Enfin, en tout cas, il a du vécu et il est de plus en plus visible sur les réseaux. Il se montre de plus en plus dans des interviews, ce genre de choses. Il prend la parole de plus en plus souvent. Et honnêtement, parmi tous les gens que j'ai entendus écouter, dont j'ai écouté des interviews, des podcasts et des prises de position, c'est celui qui me semble le plus nuancé, le plus... En tout cas, personnellement, c'est ce qui me parle le plus. Il parle de vivre en société, en fait. Alors, le titre est un petit peu biaisé dans le sens où te changer toi peut tout changer. Ça fait un peu penser aux livres de dev perso classiques qui te disent de maintenir une routine militaire et que en fait, il faut changer ton identité pour être heureux et machin. C'est pas du tout dans ce sens-là que le livre est construit. C'est plutôt une manière, une aide pour réussir justement à revenir vers soi. À la quatrième de couverture, on va trouver où est ma boussole, mon axe de vie, qu'est-ce qui a du sens pour moi et me met en joie, mais aussi qu'est-ce qui me pèse, me peine, me fait peur ou me fout en rage et que j'ai donc besoin de comprendre avant de faire payer mon dépit aux autres. Voilà, c'est un livre qui je trouve est excellent pour apprendre à vivre en société et pour apprendre à se connaître. D'ailleurs, du même auteur, il existe Cessez d'être gentil et soyez vrai, donc de Thomas Dansembourg. Et il a aidé beaucoup de gens et il a été très très vendu. Donc si ça vous intéresse d'aller creuser à ce niveau-là aussi. Le deuxième bouquin dont je voudrais vous parler, attention, il faut prendre des pincettes. Si vous avez déjà un lien avec le divin, quel qu'il soit, que vous exercez une religion, que vous pratiquez, que vous avez des croyances religieuses, que vous êtes déjà dans un certain mouvement qui vous convient, dans une certaine religion qui vous convient. Ce livre ne vous parlera pas forcément. Je le conseillerais plutôt à des gens qui sont complètement athées, mais qui ont quand même un intérêt pour l'invisible, dans le sens, voilà, qui se posent des questions sur, ben, en fait, finalement, comment ça se fait qu'on est là? Et surtout, est-ce qu'on est guidé? Est-ce que véritablement, il y a un Dieu?
tous ces gens qui ont un peu ces questions-là, ces questionnements, qui n'ont pas forcément eu une éducation religieuse, mais qui s'intéressent au sujet et qui ne trouvent pas de réponse qui résonne en eux dans la science ou dans les religions telles qu'on les connaît aujourd'hui, que ce soit la religion chrétienne, musulmane ou les autres religions, je vous conseille de jeter un œil à ça. Ça s'appelle Conversation avec Dieu. C'est un livre de Neil Donald Walsh. Alors, encore une fois, dans tout ce que vous faites dans votre vie, si je pouvais vous donner un seul conseil, c'est de cultiver le discernement et de ne pas prendre tout ce que vous voyez, que ce soit dans un livre. Même moi, hein, il y a des choses que je vais dire que vous allez trouver sympa et intéressantes à garder, et il y a des choses que vous allez avoir envie de jeter à la poubelle, et faites-le, par pitié, faites-le, parce qu'on est tous différents, et voilà, il y a des choses qui vont parler, d'autres qui parleront pas. La forme est particulière, le fond est, je trouve, extrêmement intéressant. Moi, personnellement, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et qui m'a aidé à voir la vie avec plus de joie, plus de beauté, d'émerveillement, qui m'aide vraiment à appréhender les choses difficiles avec plus de douceur. Donc, je trouve en ce sens que c'est un bon livre. Maintenant, voilà, on n'est pas obligé de tout prendre dedans non plus, mais je vous le recommande quand même si vous êtes curieux à ce niveau-là. Écoutez les amis, on en a terminé avec cette vidéo. J'ai beaucoup aimé la faire, j'ai beaucoup aimé la préparer aussi. J'espère que vous allez y trouver votre compte. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, on peut discuter de tous ces sujets avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et surtout à vous abonner puisque je publie une vidéo par semaine tous les dimanches. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon dimanche.